Allez, c'est parti. Si on m'avait dit un jour en fait que je t'introduirais pour un talk sur les bas-fonds de Spring, je n'y aurais pas cru. Mais c'est le cas. Alors écoute, bienvenue et puis explique-nous les bas-fonds de Spring, Karl. Les bas-fonds les plus inavouables. C'est ça. Bonjour à tous. Donc là, effectivement, on va parler de Spring. Souvent, c'est beaucoup plus utilisé. Alors moi, pour info, j'en ai fait pas mal, puis j'étais formateur sur Spring, etc. Et souvent, ce que je constatais, c'est que c'était souvent utilisé, mais sans qu'on connaisse les fonctionnements internes, intrinsèques. Et alors que toutes les fonctionnalités, les features qu'on présente tournent autour de ces mêmes principes. Donc, l'idée, c'est de rentrer un peu dans ce détail-là. Donc déjà, je remonte un cran avant de parler de Spring, un petit rappel. Pourquoi l'inversion de contrôle? Pourquoi l'injection de dépendance? Donc là, l'idée, il s'agit de promouvoir le couplage lâche par interface et développer en même temps, libérer pardon en même temps le développeur de toute la tuyauterie du code qu'on répète, souvent qu'on écrit, etc., pour pouvoir se concentrer vraiment sur la valeur de ce qu'on développe. Donc, je commence par le couplage lâche par interface. Donc, c'est quoi le couplage lâche? En fait, quand on parle de couplage, c'est jusqu'où une classe peut en connaître une autre. Donc là, un exemple de transfert service qui va utiliser un account repository. L'idée, c'est jusqu'à quel point cette classe de transfert service va connaître l'autre. Alors, il y a plusieurs approches. Alors déjà, bien sûr, on peut utiliser directement une implémentation JDBC Account Repository, Hibernate Account Repository ou autre. Mais bien sûr, on a un lien direct du coup avec l'implémentation. On peut passer par une factory pour récupérer un account repository, donc sans connaître l'implémentation, mais là on est obligé de connaître la factory. Ou sinon, il y a le pattern service locator qu'on peut retrouver par exemple avec un annuaire GNDI. Donc on a des objets, des services qui sont stockés, et donc là on va récupérer l'account repository, mais là on a aussi des dépendances, et aussi on a des dépendances avec le package JavaX naming, etc. Donc dans tous ces cas-là, on a des dépendances. Alors, l'idée, bien sûr, c'est de s'abstraire au maximum des dépendances, sachant que d'un côté, on sait, et on parle souvent de changer d'implémentation, de remplacer une implémentation de classe par une autre implémentation, mais c'est pas que ça aussi, c'est aussi les tests, par exemple. Et donc, on voit bien que dans les trois cas précédents, ça rend pas le code facilement testable. Donc, pour supprimer la dépendance minimum, c'est le couplage lâche par interface. Donc ça, c'est l'exemple, par exemple, de notre transfert service, de notre implémentation, qui a un account repository avec le setter pour récupérer cette implémentation qu'on va lui fournir. Et puis ensuite, quand on a des méthodes qui font appel et sur cet objet, sur le account repository, mais là, on voit que dans ce code, la seule dépendance qu'il y a, c'est l'interface. Donc ça, c'est la dépendance minimum, donc c'est le minimum de choses que connaît cette classe transfert service. Et là, on parle d'un simple podio. Et donc, on voit très bien que dans cet exemple-là, on imagine bien qu'il est plus facilement testable, puisque il n'y a pas de dépendance particulière, il y a juste une interface. Et pendant notre test, unité d'intégration ou autre, à nous de fournir l'implémentation qu'on souhaite pendant ce test. Donc l'idée, c'est ça, c'est de faire ce couplage lâche par interface. Et il y a une approche pour ça. Effectivement, c'est l'injection de dépendance. Et donc, c'est tous les conteneurs d'IOC. Donc, moi, à l'époque, dans la boîte où j'étais avant de créer Zenica, je devais transformer leur framework pour y inclure dedans, de passer enfin, avec un conteneur d'injection. Et en fait, il y avait plusieurs solutions à l'époque sur le marché. Spring était l'une d'elles. Et donc, l'idée, c'est qu'après avoir fait l'étude des différentes solutions en 2003, je crois, 2004, 2003, on avait choisi Spring, j'avais choisi Spring, parce que non seulement il permet de répondre à cette fonctionnalité, de faire ce couplage par interface, donc d'avoir ce conteneur d'injection de dépendance, mais du coup, il vient avec tellement d'autres fonctionnalités. Donc, c'est le conteneur, lui, qui va instancier les beans, qui va les créer, il va gérer le cycle de vie des beans. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de conteneur. Et d'ailleurs, les mots-clés sur Spring, c'est parler de conteneur léger, parce que c'est un conteneur qui peut s'exécuter dans n'importe quel environnement, même dans une classe de test unitaire. Pas obligé d'avoir un serveur d'application, par exemple, ou des conteneurs de JB ou autre. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de conteneur léger, lightweight.
On peut effectivement changer l'implémentation de nos bins, on peut en remplacer l'un par un autre. Et derrière, ça fournit toute la tuyauterie. Et la magie opère. Donc effectivement, on va pouvoir s'abstraire de certains codes. Alors, je vais présenter un exemple de code pour montrer juste un exemple, avant de rentrer dans le cycle de vie des bins et tout, mais quand on parle de tuyauterie et d'abstraction de la tuyauterie, alors j'utilise Eclipse. Alors quand je dis ça, on m'a dit que c'est plus à la mode, il faut plus utiliser Eclipse, mais bon, je fais avec les outils que je connaissais pour pas avoir tout réapprendre. Et donc on va prendre un exemple ici hop, normalement je peux zoomer, voilà. On va prendre un exemple donc ici sur notre pardon, c'est celui-là. Notre exemple où on va récupérer, donc créer un application context Spring. Donc, on va créer notre contexte Spring. Donc, moi, j'aime bien, alors pareil, j'utilise fichier XML, c'est peut-être ma génération, mais en tout cas, c'est pour la simplicité de l'exemple. Donc, on utilise, j'initialise ce conteneur, pardon, et je vais récupérer derrière un marche-à-l'heure pour parser un fichier XML. Alors, j'ai pris comme exemple un flux RSS. Et donc, si on prend l'exemple du flux, je l'ai ici, je vais l'ouvrir. C'est sur notre chaîne YouTube, Zenica TV, et spécifiquement sur le Green IT. Mais là, ça ne se voit pas. Là, c'est pour l'instant juste un fichier XML de test que j'ai sur ma machine. Donc voilà, c'est quelques éléments. Donc, si j'exécute, si je vous montre un peu plus comment ça fonctionne, donc dans mon fichier de configuration ici, j'ai tout simplement un marche-à-l'heure pour lequel je vais utiliser le fichier XML que j'ai sur ma machine. Alors là, vous voyez, c'est là où je vous montrais l'histoire de la plomberie, c'est que là, je passe une chaîne de caractères, mais derrière, quand on regarde le code de cette classe, de mon marche-à-l'heure, en fait, on voit que c'est une ressource que je récupère. Donc, Spring fait une abstraction des ressources. Donc, Spring est aussi connu pour ses frameworks d'abstraction sur tous les éléments. Et je récupère cette ressource. Donc, c'est une interface. Je vous montrerai plus tard à quoi ressemble cette ressource. Comme après toutes les ressources, normalement, quand je vais l'utiliser, je vais récupérer le stream. Donc, moi, j'en ai besoin après pour transformer mon fichier XML en un objet. Et donc, j'utilise Xstream pour ça. Et donc, si j'utilise le parseur Stax, c'est pour pouvoir utiliser les namespaces aussi. Et donc là, je récupère ce stream. Donc, on voit bien que dans mon code, je récupère une ressource et j'utilise le stream. Donc, si j'exécute le code et pour voir ce que ça donne, effectivement, je vais lire ce fichier XML qui est sur ma machine. Et derrière, avec j'imprime l'objet, enfin le toString de l'objet, et je peux récupérer les infos. On voit bien que ces infos qui viennent de mon fichier de test. Alors maintenant, si je prends comme l'idée, c'est pour moi de changer donc ce fameux code de plomberie. J'ai pas envie de travailler sur mon fichier local. Une fois que j'ai fait mon test, j'ai fait mon développement. Derrière, si je prends mon navigateur et je prends le lien vers le flux RSS de notre chaîne Zenica. Et donc là, j'ai le flux RSS de notre chaîne Zenica TV sur spécifiquement le Green IT. Donc, grâce à cette URL, je change dans ma configuration. Je mets ici, plutôt que classe passe de points, je mets mon lien et sans changer mon code, toujours le même principe. Je réexécute le code et là, on voit que je récupère des informations qui viennent directement depuis mon URL. Et en fait, ça, c'est Spring, grâce à cette fonctionnalité de gérer, de créer les classes d'implémentation pour nous et de gérer toute la tuyauterie. Si on regarde un peu à quoi ressemble, justement, si on rentre dans le détail, donc je vais reprendre mon marche-à-l'heure, si on rentre dans le détail de ce qu'est une ressource, là, typiquement, je ne sais pas si on voit bien là, je ne sais pas si je peux zoomer, mais on voit qu'il y a différents types de ressources, byte array ressources, file system ressources, URL ressources, etc., etc. Donc en fait, toutes ces ressources sont des implémentations de l'interface ressource qui elle-même, si on regarde l'interface ressource, elle extends input stream source, classe de Spring, et en fait, elles savent toutes répondre à la méthode, entre autres, get input stream.
Et en fait, donc le type d'implémentation qui va être fait, c'est Spring qui va nous le fournir. Et si c'est un fichier qui vient de notre classe path, ou si c'est du file system, ou si c'est un fichier qui vient du web, c'est la bonne classe qui est utilisée. Et il n'y a rien à changer dans le code. Donc le code reste propre, c'est juste la configuration qui change en mettant le lien vers un autre fichier. Donc ça, c'est montrer voilà, ce que permet de faire Spring. Et c'est en gardant cette logique-là que Spring va aller plus loin. Alors là, c'était une simple implémentation liée à une configuration. Mais on peut aller beaucoup plus loin, puisque quand on crée notre application context, notre application context Spring, derrière, il se passe plein de choses. Donc ça, j'ai récupéré ce slide de la formation Spring, et puis on le retrouve aussi sur le net. Il y a plusieurs choses qui se passent, et c'est là où on rentre dans les mécanismes internes de Spring, et bien comprendre ça, puisque tout repose sur ça. Les transactions, la gestion des accès aux bases de données, les JMX, faire du JMS, beaucoup de choses reposent sur ce principe-là, qui en fait, vous avez une configuration. Spring, quand on démarre comme ça, comme vous avez vu, quand on crée l'application contexte, d'abord, il y a toute une partie de lecture de ces définitions de bin et le chargement en mémoire de ces définitions de bin. Donc là, ce ne sont pas les vrais bins, mais ce sont les définitions de bin. Et derrière, il y a cette classe qui s'appelle le bin factory post processor, qui peut parser ces définitions de bin et les modifier, toutes sans exception, en supprimer, en rajouter. Donc par exemple, si on a une configuration avec 1000 bins, le bin post processor pourrait supprimer les bin, en recréer 500 autres, faire ce qu'il veut. Et une fois que ces définitions de bin ont été parsées et modifiées, derrière, Spring va sur chaque définition de bin les créer, donc c'est les injections par constructeur, les instancier, ensuite faire l'injection par setter, et ensuite il y a toute une phase d'initialisation. Donc ça, on parle de bin post-processor, et donc là c'est un deuxième point d'extension important qui est le bin post-processor, qui peut cette fois non plus travailler sur les définitions de bin, mais travailler sur le bin lui-même. Pour l'initialiser, donc on fait l'initialisation avant et après, on peut faire des actions avant et après l'initialisation, et aussi c'est là où on crée en général les proxys, ça j'y reviendrai. Et ensuite le bin il est prêt à l'emploi. Donc il y a toute cette chaîne qui se passe au moment où on démarre un application context. Alors si je prends un exemple justement de bin factory post-processor, donc je vais prendre celui-là par exemple. Donc là, je vais avoir un fichier, je vois, bon, c'est des classes, à moi qui ne veulent rien dire, mais je les ai nommées quand même data source, etc. Mais si je prends ces définitions de bin, donc par exemple, j'ai deux classes, voilà, concrypt classe A, concrypt classe B, voilà, et dans mon fichier de configuration, j'ai un bin qui s'appelle CCA, qui est un concrypt classe A, et j'ai un bin CCB qui est concrypt classe B, voilà, basique. Et j'ai ma data source, voilà. Donc si j'exécute mon code, donc là je vous montre, en fait dans mon code, je crée l'application context, et je récupère les deux bins CCA et CCB et j'affiche leur classe. Donc ça, normalement, on n'a pas de surprise quand j'exécute ce code-là, quand j'affiche les deux classes correspondantes, ben, effectivement, j'ai bien concrypt classe A et concrypt classe B. Maintenant, l'idée, c'est de bin factory post-processor. Donc, j'en crée un. Je crée le mien. Donc, c'est rare qu'on en crée. Et moi, j'ai eu l'occasion d'en créer pas mal. Je vous raconterai dans quel cas j'ai pu en créer certains. Et en fait, en créant, celui-là, par exemple, on voit que c'est implements, donc le bin factory post-processor. Et dedans, j'ai la méthode post-process bin factory. Donc là, effectivement, je récupère mes définitions de bin et autres. Mais surtout, ce que vous allez voir ici, que j'ai mis en surbrillance, c'est que je récupère, donc je suis toujours dans la définition de bin, hein, les bins n'ont pas encore été créés, je récupère le bin qui s'appelle CCB, et là je change le nom de la classe, et donc pour lui mettre concrete classe A. Donc un bin factory post-processor, ce sont des bins qui sont détectés automatiquement par Spring, donc il suffit juste pour moi de l'activer. Voilà, donc je le mets dans ma configuration.
Et si, donc là, vous voyez le code, j'avais juste CCA et CCB, concrete classe A et concrete classe B. Donc maintenant, je change la définition du bin. Une fois qu'elle a été chargée en mémoire, je change sa définition en changeant le nom de la classe. Et si je réexécute mon code, déjà, j'ai plusieurs choses, puisque mon bin factory post-processor me montre qu'il y a, ce que je lui ai demandé de le faire, c'était dans le code, combien il y a de bins, il y en a 4, le bin CCA, CCB, data source, et bien sûr, mon bin factory post-processor. Et quand je regarde maintenant, ici, on voit que mon bin CCB, il est aussi de la classe A, puisque j'ai modifié la définition de bin au moment où je rajoutais ce bin factory post-processor. Alors, typiquement, moi, on avait fait des tests un POC quand on lançait des scripts Groovy et ils étaient enregistrés en base de données. Et en fait, le bin factory post-processor allait chercher en base de données, donc directement, l'ensemble de ces fichiers et créer tous ces bins à la volée. Donc, ça permet des comportements très dynamiques. C'est là où on peut créer aussi des différences de comportement en fonction de variables système ou de choses comme ça. Et puis, si vous ne connaissiez pas le bin factory post-processor, il y a un bin factory post-processor que vous avez normalement tous déjà utilisé, qui est le property placeholder configurer. Donc, si je vais chercher cette classe-là, donc vous connaissez, je définis des propriétés non plus directement, je ne mets pas la valeur dans ma configuration. Par contre, mes valeurs sont dans des fichiers .properties et je mets juste les clés pour aller récupérer ces valeurs dans ma configuration. Et donc, c'est exactement le principe du bin factory post-processor, puisque quand je charge en mémoire ma définition de bin, j'ai les valeurs avec la clé. Et ensuite, ce bin factory post-processor va lire ce fichier .properties et va récupérer la bonne valeur et vient le remplacer dans le bin definition avec les bonnes valeurs. Et ensuite, on passe à la deuxième phase qui est l'instanciation et la création de bin. Alors, typiquement, vous savez que ces valeurs, elles commencent par $accolade, enfin, ces clés dont on veut récupérer la valeur dans le fichier de propriété, elles commencent par $accolade et elles se terminent par une accolade fermante. Typiquement, si on regarde dans le code source du property sources placeholder configurer, là, on voit très bien dans la configuration que on a effectivement ces placeholders, ces préfixes et suffixes par défaut pour récupérer ces propriétés. Si je continue à remonter la chaîne des extends, on voit que on implémente le bin factory post-processor, qu'on étend le bin factory post-processor. Et puis, bien sûr, comme ces valeurs-là existent, on a par exemple les propriétés set placeholder préfixe, etc. Donc même les $accolades peuvent se changer dans la configuration. Donc voilà un exemple très concret de bin que vous avez certainement déjà dû utiliser pour changer la définition d'un bin, puisqu'on charge en mémoire les clés et ensuite on modifie ces définitions mémoire pour récupérer les valeurs dans les fichiers properties correspondants, et après on peut choisir son fichier properties en fonction de plein de paramètres qu'on peut rendre plus ou moins dynamiques, etc. Donc ça, c'est un exemple sur ce genre de classe. Alors, pour aller un peu plus loin dans la démo, et donc c'est vraiment les principes qu'on va retrouver partout, je vais vous montrer aussi un autre exemple de ce que peut faire Spring grâce à ça. Donc j'ai lancé une application web, typiquement ici, si je vais voir mon web.xml, c'est du Spring MVC, et dans mon application Spring MVC, je concentre que sur la partie que je vais vous démontrer. Donc, on va voir nos bins. On a le fameux dispatcher servlet pour faire du Spring MVC. Et là, je rajoute un filtre qui s'appelle... Alors, c'est comme ça qu'on va le retrouver puisque ça va être le nom du bin par défaut. Donc, ce filtre qui s'appelle maintenance filter que je vais retrouver. Je vais vous le montrer. Et c'est une classe Spring Delegating Filter Proxy, puisqu'en fait, comme on laisse Spring créer toute la plomberie, en gros, c'est de laisser créer les objets. Donc là, il va créer lui-même ce filtre. Et donc moi, si je vous montre à quoi ressemble mon filtre que j'ai écrit, le maintenance filter, c'est tout simple. Le maintenance filter, c'est un filtre qui implements filter. Ici, donc, j'ai avec servlet. Et dans la méthode doFilter, je regarde, grâce à un bin qui s'appelle maintenance service, je regarde si je suis en maintenance ou pas.
Et si je suis en maintenance, alors je redirige vers la page de maintenance. Mais si je ne suis pas en maintenance, bien sûr, je peux afficher ma page principale. Alors, à quoi ressemble mon maintenance service? Très simple. Donc, j'ai une propriété, savoir si on est maintenance mode. Par défaut, c'est maintenance mode, par défaut, c'est false. Je peux savoir si je suis en maintenance. Je peux passer en maintenance ou je peux passer en mode production. Donc, l'idée dans tout ça, c'est comme c'est créé par Spring, et je vous montre le fichier XML. Comme c'est créé par Spring, donc j'ai mon bin maintenance service qui est un bin dont le cycle de vie est géré par Spring. J'ai mon filtre dans lequel j'injecte mon maintenance service et puis je le configure avec la page de maintenance. Voilà, et je vais pouvoir démarrer mon application avec ça. Et normalement, mon maintenance filter, ce filtre-là et les autres bins sont gérés par Spring. Donc, je démarre mon application et ensuite, je vais m'y connecter. Voilà, et donc si je prends... voilà, là, je me connecte et donc je suis sur mon application. Voilà. Maintenant, je vous montrerai après comment ça fonctionne. Mais comme ce sont des bins qui sont gérés par Spring, en fait, je peux, donc c'est un filtre qui est géré par Spring, qui va appeler ce maintenance service. Et en fait, vous voyez là, j'ai un exporteur JMX qui va prendre la liste des bins que j'ai choisis. Donc là, j'en choisis un, qui est le maintenance service. Et je demande à Spring d'en faire un mbin, un manage bin. Donc certains connaissent JMX. Là, c'est la configuration pour dire comment je manage le bin, parce qu'on peut le manager de différentes manières. Et là, c'est une méthode par interface. Et donc, en gros, je lui dis quelle interface utiliser. Donc, c'est l'interface maintenance service. Donc, en gros, toutes les méthodes par défaut publiques de l'interface, forcément publiques, sont accessibles via JMX. Donc, tout ça, c'est par défaut. Donc, je tourne sur Tomcat. Donc, j'ai aussi un bin server qui est lancé, etc. Donc, en gros, je peux aller ouvrir un terminal. Et hop, sur mon terminal, ici, je fais JConsole, je démarre ma console JMX. Je vais me connecter sur mon serveur, mbin server qui tourne dans mon Tomcat. Et là, alors je l'ai appelé Resanet normalement, donc je vais dans les mbin. Et là, c'est Resanet. Et là, je vois que mon bin, maintenant service, que vous avez vu, c'est un simple Pojo tout simple, etc. Je vois que je peux y accéder. Alors, si je clique sur Is Maintenance Mode, donc il appelle la méthode sur ce bin, c'est faux. Et donc là, je vais passer en mode maintenance. Et donc, si je regarde maintenant, cette fois, je suis en mode maintenance, c'est true. Donc, si je retourne sur mon application, et là, j'essaie d'y accéder à nouveau, et là, j'ai un problème d'image qui ne s'est pas affiché, voilà. Mais en tout cas, on voit bien que je suis sur le site en maintenance et je ne peux plus accéder à mon application. Et si je repasse en production, est-ce que je suis en mode maintenance? Non. Et je suis en production. Et là, je me reconnecte sur mon site et là, j'ai accès. Donc là, en fait, on voit que j'ai rien eu à coder ou quoi que ce soit autour de JMX. C'est Spring qui l'a fait tout seul pour moi. Et je vais vous montrer une dernière chose sur un autre bin post-processor. Donc là, par exemple, je décide donc mon bin post-processor, mon bin factory post-processor, pardon, va récupérer la définition de bin. Il va voir qu'il y a un bin qui s'appelle maintenance filter. Il va le détruire. Je vais créer ma propre définition de bin. Alors, en fonction de, vous verrez, il y a plusieurs implémentations de bin definition et elles sont utilisées en fonction si on utilise comme configuration annotation, Java config ou XML, etc. Et donc là, je vais remplacer, je vais créer une nouvelle définition de bin pour utiliser un request timing filter plutôt qu'un maintenance filter. Et je l'enregistre avec ce nom maintenance filter. Donc si je fais ça, donc si je l'active dans ma configuration ici, je rajoute, alors j'ai deux bin factory post-processor. Alors je peux aussi choisir dans quel ordre il s'exécute puisque tout est ordonné et il suffit que je mette l'ordre et ça fonctionnera. Mais là, je vais les lancer comme ça. Et là, si je démarre mon application, là, on voit dans la partie bin définition avant modification
que j'ai bien un maintenance filter qui est de classe maintenance filter, sauf que maintenant, quand j'exécute mon code, je vais sur l'application. Voilà, là, je suis pas en mode maintenance. Par contre, on voit bien ici, avec les temps d'exécution, que c'est le nouveau filtre qui a pris le relais. Et d'ailleurs, si je prends ma console JMX, et si je vais, hop, je vais me reconnecter dessus, hop, je vais la relancer. JConsole, je me reconnecte dessus. Voilà, connect. Voilà. Et là, je vais dans mes MBIN, j'ai toujours Resanet, j'ai mes opérations. Et là, si je fais, ici, si je fais is maintenance mode faux, switch to maintenance mode. Donc là, maintenant, je suis en mode maintenance. Mais par contre, comme j'ai retiré ce bin de ma définition de bin, le maintenance service a toujours été exporté en tant que MBIN. Par contre, le maintenance filter lui-même n'existe plus. Et je peux pas du coup accéder et du coup le filtre ne fonctionne pas puisqu'il n'existe plus, tout simplement. Donc pour terminer, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement il y a un cycle de vie des bins avec 2 points d'extension importants quand on démarre un conteneur d'application Spring. Le bin factory post-processor qui par ses charges en mémoire la définition de bin, qu'elle soit XML, annotation, Java config, peu importe. Derrière, c'est toujours un modèle mémoire de cette définition de bin. Et ensuite, le bin factory post-processor peut itérer dessus et les modifier à volonté, changer les propriétés, la classe, changer certaines valeurs, aller récupérer des valeurs de manière dynamique, etc. Une fois que les définitions de bin ont été parsées, et donc on a les versions définitives de ces définitions de bin, derrière, on instancie les bins. Donc, et là, c'est là où le bin post-processor va intervenir. Puisque il va pouvoir modifier ces bins qui sont déjà instanciés, et c'est là où il va créer des proxys. Et derrière, quand on utilise un bin post-processor, en fait, on a ces méthodes qui sont utilisées post-process before initialization et post-process after initialization. Et en général, c'est souvent le after initialization où on récupère un objet, mais cet objet, en fonction de ce qui a été fait, c'est soit notre bin qui a été initialisé, sur lequel on fait encore des modifications après, ou alors un proxy vers ce bin. Et c'est comme ça que fonctionne dans Spring tout ce qui est AOP, tout ce qui est gestion des transactions, sécurité, etc., en allant chercher à chaque fois le transaction manager ou le security manager en fonction en fonction de ce qui est demandé. Donc tout ce code de plomberie et ces niveaux d'application de type de conteneurs J2E qu'on peut avoir comme des conteneurs de JB et autres, en fait, Spring les fournit de cette manière, de manière complètement transparente pour nous. Vous avez vu, j'ai pu faire quelques exemples sans écrire une seule ligne de code pour aller récupérer mon stream, mon fichier, que ce soit sur le web ou sur mon ClassPass, ou sans changer quoi que ce soit, sans écrire aucune ligne de code pour utiliser un MBIN. Voilà, donc j'ai terminé la présentation, je pense dans les temps. Je ne sais pas s'il y a eu des questions dans les commentaires ou pas, je suis preneur. Et la session QA, je crois que je dois me déplacer pour qu'on puisse pas... Ou je ne sais pas si Ludovic, toi tu as des questions ou quoi que ce soit. Alors, moi, je n'ai pas forcément de questions. Il y a des questions. Il y a des petites remarques rigolotes. Retour vers le futur. Est-ce que tu es prêt à retourner chez le client, Karl? C'est le moment, je crois. Je crois que c'est bon. À donner des formations sans problème. Et puis voilà, après, on arrive à la fin du temps de toute façon. 2 choses, vous pouvez aller sur l'herbe en fait à la sortie pour faire tout ce qui est QA. Et puis n'oubliez pas d'aller mettre votre avis avant de sortir de la salle. Voilà. Merci beaucoup, Karl. Merci.